pour cette marque d'intérêt qui n'était pas du tout une prise illégale d'intérêt. Merci aux organisateurs, bien sûr, à Cédric, à Stéphanie et à Vanessa. J'en oublie sûrement, j'en oublie toujours. On va te laisser de la place quand même. Bah oui, parce que là, mon pauvre, tu es vraiment mal... Voilà. Je vais me recentrer, il paraît que c'est la mode. Donc, je vais imiter Stéphanie, ce qui est souvent une bonne chose, même toujours une bonne chose. Non pas en me laissant pousser une proéminence qui serait inquiétante de ma part, alors que pour elle, c'est plein d'espoir, à la fois dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt de la mère et du père. Mais en étant très bref, ce qui n'est pas ma marque de fabrique, puisque vous aurez en plus la double peine de m'écouter demain, en tout cas de m'entendre, donc ça fait beaucoup. Et puis l'après-midi est chargé, même s'il y a eu quelques défections, comme toujours, quand on fait des colloques, entre deux grèves, entre deux retards de train, hein, comme dirait Stéphanie, ou train annulé. Donc l'essentiel, c'est évidemment d'écouter les communications, comme l'a rappelé Stéphanie, extrêmement diverses dans tous les domaines du droit et de l'histoire du droit, donc c'est droit privé, droit public, histoire du droit, c'est parfait. Et bien sûr, on va commencer par l'histoire du droit, avec mon collègue et ami Pierre-Anne Forcadet, donc qui est maître de conférence en histoire du droit dans cette université d'Orléans. Il a remonté la Loire pour vous, grâce au vent de Galerne, bien sûr. Et donc il va nous parler de l'intérêt à agir et l'intérêt général au Moyen-Âge, aux origines de la justice publique. Donc, cher Pierre-Anne, tu as un tout petit peu plus d'un quart d'heure. Merci beaucoup. Et 30 secondes. Merci, Monsieur le Président. Le docteur, est-ce que dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est pas un peu subordonné à l'intérêt du médecin? Knock. Docteur Parpalet, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Le docteur, lequel? Knock, celui de la médecine. Jules Romain, dans un domaine bien éloigné du droit, et malgré toute la mauvaise foi de son personnage, met en lumière les ambiguïtés qui nourrissent les problématiques de notre colloque. Hiérarchie entre intérêt collectif et intérêt individuel, intérêt désintéressé ou égoïste, mais aussi émergence d'une notion plus abstraite de l'intérêt supérieur, presque transcendant. Étymologiquement, intérêt vient du latin intersum, intéressé, littéralement être entre, se situer dans l'intervalle, voire au figuré être séparé ou différent, mais aussi par extension être parmi, être présent. À la forme impersonnelle, sans doute plus tardive et très présente chez Cicéron, interest signifie il importe que, il est avantageux de. Et enfin, plus proche de nous, dans le vocabulaire juridique du digeste de Justinien, l'intérêt est surtout le dédommagement ou l'appréciation du dommage. C'est, à la différence des autres langues romanes, le premier sens qui est ensuite privilégié en ancien français. Le mot apparaît en effet à la fin du XIIIe siècle et désigne apparemment presque de manière exclusive le dommage. Notons que Beaumanoir utilise plutôt le terme OES, dérivé du latin opus, pour exprimer l'idée d'intérêt. Alors d'ailleurs qu'il emploie aussi le mot dommage. Et dès le XIVe siècle, dès le milieu du XIVe siècle, les deux seront d'ailleurs associés, damage et intéresse. L'origine est donc très lointaine. Rabelais entend, quelques décennies après, presque siècle, entend encore l'acception dommage. Je me lance dans ce que la pudeur aurait pu m'empêcher de vous citer, hypocritique braguettes qui ne sont pleines que du vent au grand intérêt du sexe féminin, donc pas de contresens, intérêt ici veut dire dommage. Mais presque concurremment, à la fin du Moyen-Âge, et dans un champ lexical très juridique également, l'interest désigne la valeur, le prix, ou le profit retiré d'une somme prêtée. Et ce n'est qu'après le XVe siècle que l'intérêt se porte sur quelqu'un, captive l'attention, etc., chez Montaigne, Madame de Sévigné. L'intérêt égoïste, être intéressé, semble encore plus tardif. Laclos évoque un mariage d'intérêt, et Proust, enfin, craint de ne pouvoir être aimé que par intérêt. Bon. Il convient en tout cas de garder à l'esprit cette notion première, inter-est, être entre, à la fois de position, de lien, d'interstice, d'entre-deux, qui nous retient davantage au titre de cette première journée sur le thème de producteur de droit ou de liberté. Plutôt que le sens prêt à intérêt ou dommage,
à mon avis, je pense, plus propice au conflit, et je pense que ce sera plutôt traité demain. En tout cas, pour ce qui me concerne, dans les sources évoquées, ce sera exclusivement d'ailleurs le latin, et le sens interest, impersonnel, il est dans l'intérêt de, que je vais avoir l'occasion de rencontrer. Cette communication porte en effet essentiellement sur le XIIIe siècle, période cruciale de l'histoire de France en matière juridique et politique, et puis création de cette université, ça a été dit tout à l'heure. Le domaine s'est agrandi, la paix s'impose, le monarque se ressaisit d'un pouvoir normatif, son administration est désormais très développée, quoique tenue sous un étroit contrôle. La cour du roi, bientôt appelée Parlement, se spécialise dans une activité juridictionnelle, se fixe à Paris, fait siéger des dizaines de maîtres, juristes souvent savants, et connaît d'un contentieux pléthorique et parvenant de tout le royaume. Nous avons tenté de montrer par ailleurs que le recours au roi, moi aussi je parle de ma thèse, est grandement facilité et favorisé, et que ce désir de justice est un facteur essentiel dans la construction de cette justice royale, qui supplante alors ce qu'on appelle les justices concurrentes. Mais alors, la notion d'intérêt n'avait pas du tout, étrangement d'ailleurs, retenu mon attention. Il s'agit donc d'essayer de trouver une correspondance entre l'intérêt du justiciable à saisir la justice du roi et l'intérêt du roi à ouvrir très largement sa cour à tout justiciable. Non seulement pour asseoir son autorité sur eux, mais aussi sur l'ensemble du système juridique. Le contexte de philosophie politique augurant à ces phénomènes est marqué par ailleurs par les notions d'utilité publique et de bien commun, proche, mais néanmoins distincte de la notion plus moderne d'intérêt général. Avant de mettre en lumière l'intérêt souverain du roi à installer sa justice publique, et partant les bases d'un État recherchant le bien commun, je vais tout d'abord évoquer, dans un premier temps, l'intérêt du sujet à agir devant cette justice aux deux sens du terme. Donc intérêt à agir et le profit du justiciable. Contrairement au système des actions du prêteur à Rome ou du writ de common law, la saisine de la justice royale au Moyen-Âge semble n'être soumise à aucune formalité préalable. Certes, la compétence d'une cour saisie est régulièrement remise en question, notamment en raison de la condition personnelle du requérant, ou à proprement parler à défaut de qualité à agir, en cas de minorité par exemple. Tout cela étant d'ailleurs à l'origine d'un contentieux immense en règlement de compétences. Mais en revanche, particulièrement en l'absence a priori de corps de droits objectifs fixes et arrêtés, même s'il existe les coutumes, et en conséquence d'une conception particulièrement large de la justice comme vertu centrale de la société, n'importe quel grief, plainte ou recours a vocation à être soulevé en justice. Les principes procéduraux, non bis in idem ou nul ne plaide par procureur, toujours actuels, sont déjà bien établis, mais ne font que confirmer a contrario que l'intérêt à agir guide seul la recevabilité de la demande en justice. Ce dernier principe en matière de représentation, nul ne plaide par procureur, est du reste interprété souplement. Le recours d'un homme en 1271, par exemple, est recevable contre un prieur pour les violences que ce dernier aurait fait subir à sa femme en prison. Alors, il agit peut-être au nom de sa femme, mais cette dernière aurait sans doute pu agir en son nom propre. C'est en effet par grâce qu'un autre homme, dans un autre procès, est autorisé à plaider pour un procès qui en fait concerne sa femme. Et à l'inverse, une femme est aussi autorisée par la grâce du roi à représenter en justice son mari qui est trop vieux et trop faible pour se déplacer, nous dit l'arrêt. Par ailleurs, les intérêts collectifs sont susceptibles de produire un recours devant le roi. Si je ne suis pas spécialiste du droit positif, mais c'est une différence, me semble-t-il. La commune, l'abbaye, l'universitas peuvent agir par procureur au nom de leur communauté. La grande place accordée aux corps intermédiaires caractérise même l'Ancien Régime, et bientôt, ce n'est d'ailleurs plus au Parlement, mais par doléance aux États généraux, sans doute, qu'ils se feront entendre. Pour revenir à l'analyse de la terminologie précise, l'expression « intérêt à agir » ne se trouve pas dans mes sources, mais le mot « intérêt » est néanmoins employé dans un contexte relativement proche. Dès 1224, les membres de l'hôtel du roi réclament à être intéressés, je vous épargne le latin, lors d'un procès concernant un pair du royaume, c'est-à-dire à statuer. Mais il ne s'agit pas vraiment d'intérêt à agir. De même, quand il est jugé que les proches d'une jeune fille auraient dû être intéressés à son mariage et que ce dernier a donc été forcé. Plus avant, l'intérêt d'un homme à être cité en justice ou celui d'un justicier à être saisi est parfois mentionné. Mais le plus probant est la formule, dans le contexte d'un appel, pour évaluer la présence
d'un défendeur qui est invité à comparaître s'il le croit dans son intérêt. Et c'est une formule qu'on trouve dans un arrêt, mais qu'on trouve plus tard dans un stylus, un style de procédure de Guillaume de Broglie, qui est une espèce d'ancêtre très lointain d'un code de procédure civile. Là est un premier aspect, bon, très rapide, contribution à l'histoire de l'intérêt à agir, mais d'autre part, et cela est lié, le succès immense qui résulte de ce libre accès judiciaire est une preuve de l'attractivité auprès des justiciables et donc de l'intérêt que ces derniers trouvaient à saisir la justice royale par préférence aux autres juridictions. S'il est difficile d'évaluer avec certitude les probables avantages matériels, délais plus courts, au moins dans cette période ancienne, coûts moins élevés, il est certain en revanche que la procédure royale apportait des progrès immédiats et des garanties nouvelles en droit. Elle est tout d'abord la procédure rationnelle, en ce qu'elle a abandonné les ordalies et duels judiciaires. Elle est ensuite plus technique, grâce à ses juges en voie de professionnalisation et qui disposent d'un bagage intellectuel et juridique solide. Encore une fois, passer par ici peut-être. La possibilité de l'appel du droit à un second degré de juridiction, ouvert contre les décisions rendues par toutes les juridictions, est un outil puissant de lutte contre l'arbitraire et l'impartialité. Et qui plus est, la Cour du roi devient aussi le grand ordonnateur des règlements de compétences. Et comme l'indique Pierre Dubois, dans un pamphlet à la fin du XIIIe siècle adressé à Philippe le Bel pour défendre la juridiction royale, il est en effet de l'intérêt de quiconque que le trouble, l'entrave, le préjudice ou l'usurpation d'une justice soit révoquée, retirée et punie. Bon, désolé pour Pierre Dubois qui aimait beaucoup par trois comme ça expliquer tous ses propos. Et enfin, les jugements, les actes, les exactions, les méfaits du roi lui-même ou de ses agents ou juges subalternes sont de la même manière susceptibles d'être critiqués devant le Parlement, ce qui rend sans doute d'autant plus intolérable ceux qui sont commis par quiconque. Et ce qui a permis de soutenir que se trouvaient là les premières bases de la création d'un État de droit. Mais pour ce faire, il faut que soit établi le rôle suprême de la justice publique, et c'est ce que je voudrais voir dans la deuxième partie, l'intérêt public et l'institution du Parlement souverain. Alors, ce développement sans frein des justices royales, qui voit affluer vers elle toujours plus de causes tout au long de ce XIIIe siècle et sans discontinuité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, n'a pas seulement pour origine ni le hasard, ni un pur altruisme de la part du monarque. Certes, tout concourt à lui conférer davantage de devoirs que de pouvoirs. Les promesses du sacre, le ministerium regis, la fidélité à l'image des rois juges de la Bible, la définition même d'Ulpien de la justice, fort connue, selon laquelle il faut attribuer à chacun son dû, ce qui tend d'ailleurs à devenir même une dette à sa charge, hein, rendre à chacun son dû, plutôt selon saint Thomas d'Aquin contemporain. La monarchie développe d'ailleurs tout à fait cette rhétorique, par exemple, dans le préambule de la fameuse ordonnance de 1254. De par la dette du pouvoir royal, nous recherchons la paix et la tranquillité de nos sujets. Mais il est évident que l'intérêt de la justice royale est bien d'attirer toujours plus de requérants, en particulier en appel, car cela se fait expressément à l'encontre et au détriment des juridictions concurrentes dont les jugements sont attaqués. Une hiérarchie s'établit ainsi, et la supériorité du Parlement royal qui en résulte commence alors à être appelée en langue française souveraineté. La justice constitue au Moyen-Âge la prérogative de puissance publique par excellence. Et le roi incarne le justicier par excellence aux yeux de tous, depuis longtemps en théorie et plus que jamais en pratique. Et ce, grâce au succès de ces cours, qui doit plus à leur attractivité qu'à la coercition. La coercition existe, bien entendu, ne serait-ce que dans l'obligation pour tous d'exécuter les jugements. Et aussi car le roi peut et même devrait forcer à se soumettre les autres justices éventuellement coupables d'empiètement. Telle est en tout cas l'opinion toujours de Pierre Dubois qui pose la question. Mais qui donc tiendra tête par le geste et la parole à cette ligue de prélats unis et entrelacés et emmêlés comme les testicules de Léviathan, sinon le roi, qui s'y trouve si fort intéressé, pour lui-même et pour le salut public de ses sujets. La notion d'intérêt, le mot, à nouveau, se retrouve en effet employé à ce propos, appliqué au roi, toujours par Pierre Dubois, en ce qu'il est dans son grand intérêt, de défendre ses sujets et sa juridiction,
Mais d'autres sources plus prestigieuses que ce juriste normand mettent en avant l'intérêt, mais de la res publica dans son ensemble. Sans doute pourrait-on déjà traduire de l'État. Dans le digeste de Justinien, Paul affirmait déjà qu'il est de l'intérêt de la République que le plus grand nombre soit admis à défendre sa cause. On revient sur l'intérêt de la première partie en réalité. Mais le plus important est la fameuse maxime du Ius Commune, Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita. Il est de l'intérêt de la République que les méfaits ne restent pas impunis. Là est un élément majeur de l'évolution générale d'une procédure purement accusatoire vers l'apparition du mode inquisitoire, et notamment des enquêtes et saisines ex officio du juge. Il s'agit là principalement du domaine pénal. Et de fait, la punition des crimes et délits est dans l'intérêt non seulement du pouvoir, qui sera toujours plus présent et répressif au fil des siècles, sans doute jusqu'à nos jours, mais aussi de chaque habitant du royaume. Les intérêts se rejoignent. Il ne s'agit pas, en effet, ici de nier l'importance politique au Moyen-Âge des concepts d'utilité publique et de bien commun, qui ont été magistralement étudiés, et il n'est pas du tout nécessaire, et je n'ai pas le temps, d'y revenir. Le bien commun et l'utilitas, qui sont d'ailleurs mis en avant non seulement dans les miroirs des princes et les préambules des actes royaux, mais véritablement employés en justice au Parlement pour trancher les procès, ainsi que de la même manière, cela a été très bien étudié par Jean Hilaire. Néanmoins, déceler l'existence de la prise en compte d'intérêts justiciables qui rencontrent l'intérêt du roi justicier remet un peu en cause, ou tout au moins questionne, l'opinion généralement admise selon laquelle c'est le bien commun qui gouverne la politique au Moyen-Âge, avant que l'intérêt général ne le supplante, à cause des influences cumulées, entre autres de l'amoralisme de Machiavel, de l'avènement de la raison d'État, ou encore de la vision anthropologique égoïste et violente de Thomas Hobbes. Le tournant moderne de la science politique réside d'ailleurs surtout dans le fait que l'on s'est mis à moins décrire le prince tel qu'il devrait être et agir, et bien davantage plutôt à décrire la réalité des modes de gouvernement. Et c'est justement fort d'une vision cynique du pouvoir, appliquée rétrospectivement, que l'on conçoit souvent une royauté qui se serait imposée principalement par la force et la crainte. Or, en tout cas, j'observe à l'inverse que l'autorité souveraine découle dans une large mesure, en pratique, d'un commun accord, de volonté et d'intérêt. Le caractère conventionnel de la justice était d'ailleurs déjà envisagé et pensé par la sophistique. Le paradoxe est qu'en réalité, ce mouvement a sans doute été favorisé par les mentalités idéalistes et profondément morales, plutôt inspirées de Platon et d'Aristote, découverts justement au XIIIe siècle et revisités bien évidemment par le christianisme. Jacques Rinen note que la force de la royauté française à la fin du Moyen-Âge est dans cette conviction intime que le dépositaire de la couronne ne peut pas ne pas gouverner pour le bien de ses sujets. Le prince idéal est un puissant outil de légitimité, légitimité qui s'acquiert certes par la religion et l'éthique, mais plus pragmatiquement aussi par la satisfaction du désir de justice des sujets, dans l'intérêt des deux parties. Merci de votre attention. Merci beaucoup.